Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 3-1 à Bucarest dans le match aller du 8e de finale de l'Europa League. Ah, on a passé une bonne soirée quand même hier, même si les débuts ont été un peu quinquaa. Bon, notre équipe nous a fait plaisir. Ah, il s'est passé quand même beaucoup de choses et puis une grosse poussée d'émotion que vous avez à l'écran ici avec Paulo Fonseca qui a versé ses petites larmes michettes, hein, on va dire, remplies d'émotions après le premier but de Tagliafico où tous les joueurs sont venus l'enlacer pour lui montrer son soutien. Je rappelle que Moussa Niakhaté, en conférence de presse, avait dit: «On va gagner à Bucarest pour le coach». Donc bah écoutez, ils ont tenu parole et évidemment, ce soutien, il lui a fait beaucoup de bien. Vous le savez, il a pris une sanction quand même extrêmement sévère, 9 mois de suspension, donc jusqu'à la fin novembre. Il ne pourra recoacher qu'à partir de décembre 2025. Enfin, coacher sur le banc, exercer ses prérogatives d'entraîneur. Quand même si je pense que personne ne conteste le fait qu'il méritait une sanction, hein. Je pense que c'est une évidence, mais après, tout ce qui est excessif est insignifiant et là, c'est clairement excessif. On a l'impression qu'on a voulu se payer Paulo Fonseca pour faire un exemple. L'OL va utiliser toutes les voies de recours qui existent. On verra que, dans, ses déclarations, Paulo Fonseca a un peu expliqué, comment il allait fonctionner à partir de maintenant puisque sa sanction s'appliquera dès Nice. Et je pense que le caractère vraiment excessif de cette sanction, finalement, a eu un peu un effet inverse au sein du club, peut-être au sein d'un certain nombre de supporters, dont je fais partie, qui disent vraiment c'est tellement gros, c'est tellement énorme, plus les campagnes médiatiques des journalistes qui s'octroient le droit de dire il faut le virer, enfin bon, bref, n'importe quoi. Et donc, finalement, c'est tout un club, toute une équipe, une partie des supporters, parce qu'il y a quand même une partie des supporters qui ne soutiennent pas, Paulo Fonseca, qui considèrent que ce qu'il a fait, heu, ben, fait qu'il ternit tellement l'image du club qu'il doit partir. Bon, ça n'a jamais été ma position, mais bon, après chacun a le droit de son avis, hein, c'est ce que je disais récemment. Sur ce sujet, chacun a son avis, chaque avis est entendable. Mais bon, en tout cas, la réalité, c'est que c'est c'est le propriétaire qui décide, c'est l'entraîneur qui décide. Il pourrait très bien décider de partir, le président, pourrait très bien décider de le licencier pour faute grave. Heu, on ne va pas vers ça puisque, visiblement Paulo Fonseca va rester. Heu, il le souhaite et le club le souhaite, donc maintenant, écoutez, il faut faire avec. Hem En tout cas, hier, c'était quand même un moment, assez, impressionnant, assez touchant, de voir l'équipe, finalement se regrouper autour de l'entraîneur. Bon, c'est une image quand même qui fera, je pense, le tour des médias, là aussi. Il faut savoir aussi que, Paulo Fonseca a eu quand même une bonne surprise mercredi soir. Je rappelle que c'était son anniversaire parce que alors oui, il a appris la sanction qui était quand même très, très dure. Mais sa famille, lui a fait une visite impromptue à Bucarest, son épouse, ses enfants. Vous me direz que comme Bucarest, c'est pas très loin, mais en tout cas, c'était pas prévu, le club n'était même pas au courant et donc bon, il a pu quand même passer du temps en famille. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même ne pas oublier l'humain, pour le fond de ses cas, il est tout seul à l'hôtel, il passe toute sa journée au club et il sait qu'il a fauté, ça personne ne pourra le contester. Je pense que, chacun accepte le fait qu'il y ait une sanction, mais après quand la sanction devient aussi excessive, elle perd tout sens. Bon, voilà. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet, on va passer évidemment au match en lui-même. Alors on avait décidé du côté de l'OL, de revenir avec un système un petit peu plus classique, hein, 4-2-3-1, on va dire avec un milieu qui fait du travail et qui a du physique, hein, Tolisso, au lieu de mettre Almada ou Ryan Cherki en numéro 10. Donc avec, Perry évidemment, Tagliafico, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles qui retrouvait sa place, à la place de Koumbedi qui, avait peut-être un petit peu besoin de repos. Tesman, Matic devant la défense, Nuama à gauche qui visiblement donc cette saison sera positionné à gauche. Chose que je réclame depuis longtemps, mais je dois dire que,
même en le mettant à gauche sur son pied fort pour faire des centres, et ben, c'est pas bon. Donc Tolisso, bon, qui a fait un match, je trouve, un peu neutre. Il a pris pas mal de coups, Tolisso. Cherki, qui fait pas un grand match, mais qui fait encore des stats. 2 passes décisives hier. Et Mikotadze, pareil, un petit peu en difficulté, mais qui lui aussi se gratifie d'une passe décisive. Donc un 11, voilà, assez classique, un banc très fourni. On verra d'ailleurs qu'il y a vraiment eu quelque chose qu'on n'attendait pas venant de ce banc. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors vous le voyez à gauche sur l'attaque momentum, le début de match a été quand même assez décevant. Il faut dire, hein, Bucarest a bien commencé, très agressif. Ils ont eu 2 énormes occasions sauvées par Lucas Perry. Et on va voir des stats de Perry qui, finalement, est un des meilleurs gardiens de cette Europa League. Mais bon, je dirais qu'à partir du milieu de la première mi-temps, c'est quand même l'OL qui a mis le pied sur le ballon, qui a dirigé les débats, et qui s'est fait égaliser vraiment de manière idiote. C'est-à-dire qu'un 1-0, franchement, on se sent pas du tout en difficulté. Et puis on prend un but, hein, d'ailleurs vous le voyez, hein, sur l'attaque momentum, le but il arrive pas du tout dans une période forte de Bucarest. C'est vraiment nous qui, d'une certaine manière, offrons ce but. Une balle perdue au milieu de terrain par Mikotadze, une défense un peu lâche derrière, et un but dans une position qui nous rappelle quelque chose, puisque c'est la même position où Hakimi nous avait mis 2 buts, donc du côté de Tagliafico. Tagliafico qui, dans un premier temps, est venu essayer de faire des rotations, mais qui a lâché son joueur. Et en plus, quand il a voulu revenir dessus, il a glissé. Donc vraiment, ça, c'était pas terrible. Alors Tagliafico, qui est un peu le héros de la première mi-temps, puisque c'est quand même lui qui ouvre le score, à la 30e minute. Donc évidemment, ça nous a mis en bonne position. Ça faisait quand même suite à un moment de domination assez intense de l'Olympique lyonnais. Donc on a vu des belles actions hier soir, quand même, il faut le dire. Ça n'a pas toujours été bon sur l'ensemble du match, ça c'est sûr, mais on a vu quand même des trucs plutôt sympas. Malheureusement, c'est toujours cette défense qui nous fait défaut, qui est pas bonne. Niakate qui perd le ballon dans la surface en dernier défenseur. Ensuite, il se fait manger sur un duel aérien. Si Niakate commence à se faire manger sur des duels, on est quand même mal barré. Bon, et finalement, il a fallu attendre quand même un peu la fin de match pour se libérer. L'entrée de Magic Fofana, hein, qui nous a fait la chanson, un but du droit, un but du gauche, comme quoi il y a des footballeurs qui sont capables d'utiliser leurs 2 pieds, parfois on a tendance à l'oublier. Fofana, bon, qui voilà, a apporté un peu de folie. J'ai été déçu par l'entrée de Thiago Almada, qui n'a pas joué extrêmement longtemps, mais je l'ai trouvé quand même mal à l'aise, mal à l'aise dans ce match, et un peu, un peu neutre. J'étais un peu déçu quand même, parce que je me disais quand même, vous avez du banc, venant du banc, Fofana, Lacazette et Almada. Bon, à Lacazette, autant vous dire qu'on se demande même s'il a joué. Donc bon, voilà, globalement, c'est un match où on n'a pas vraiment tremblé, hein, si on veut être honnête. On se met vraiment à l'abri en toute fin de match, hein, 86e, 89e. Mais bon, je dirais que même si on avait ramené qu'un vieux 1-1, franchement, j'avais pas tellement d'inquiétude sur le match retour. Bon là, évidemment, avec 3-1, le match retour ne devrait être qu'une formalité, hein. Ne devrait être, attention, c'est du foot, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais on va dire que l'OL, en tout cas, est très bien placé pour se qualifier. Et s'il se qualifie, eh bien, il jouera soit la Real Sociedad, soit Manchester United. Alors attention, hein, c'est plus le grand Manchester United, mais quand même, ça fait une belle affiche. Et bon, on vit quand même en tant que supporter pour voir de belles affiches pour ces potentiels quarts de finale. Alors au niveau des stats globales, 33% de possession pour Bucarest, 67 pour l'OL, 1,30 et 1,31 en termes d'expected goals, donc c'est très très voisin. On a tiré 17 fois au but, mais pas toujours des tirs extrêmement convaincants. Bon, écoutez, franchement, dans certains médias, j'ai entendu presque que c'est un miracle que l'OL s'impose dans ce match. Enfin, vraiment, j'ai l'impression quand même qu'il y a une campagne médiatique là, contre l'Olympique lyonnais, contre Paulo Fonseca. Franchement, je ne suis pas un grand adepte de la théorie du complot, mais quand j'entends les débriefs de match et moi ce que je vois dans les matchs, quand j'entends le traitement du dossier Paulo Fonseca et que bon, quand même, il a pris
9 mois, ben, et même s'il avait pris 7 mois, enfin, je veux dire qu'il est sanctionné pour ce qu'il a fait, on va pas non plus l'immoler en place publique, enfin vraiment, voilà, les médias se régalent, on sert de paillasson. Écoutez, c'est comme ça, on continuera d'avancer en espérant que, eh bien, notamment ce week-end face à Nice, on puisse, bah, faire un joli rapproché au classement. Alors rentrons un petit peu dans les, stats avancées, de notre ami DataOL. Et justement, on va commencer par Lucas Perry, puisque les gardiens ayant évité le plus de buts, donc ça, c'est les gardiens, c'est la statistique, c'est l'inverse des expected goals en fait. C'est-à-dire, expected goals, c'est la qualité de vos occasions et du fait de marquer des buts, alors que là, c'est les arrêts exceptionnels des gardiens qui permettent d'éviter des buts. Donc premier, le gardien de l'Ajax, Remco Pasveer, je ne connais pas du tout, 4,35 et Lucas Perry, donc deuxième, 3,99. On continue avec les stats très flatteuses, notamment Ryan Cherki, donc deux passes D hier. Donc par la passe, Ryan Cherki a créé plus d'occasions nettes de buts que tous les autres joueurs des 3 compétitions européennes cette saison. Donc il est premier avec 13, Dries Mertens est deuxième avec 12 et Joshua Kimmich avec 11. À l'issue de ces huitièmes allées, Ryan Cherki est le meilleur passeur et le joueur le plus décisif, 8 buts et passes décisives de l'Europa League. Malik Fofana lui aussi se régale dans cette Europa League puisque il est le deuxième buteur avec 6 buts. L'OL est l'équipe qui se procure le plus d'occasions nettes cette saison en Europa League parmi les équipes toujours en lice, donc 38 occasions créées par l'Olympique lyonnais. Donc bon, écoutez, ça commence vraiment à se mettre en place, hein. Bon, attention, hein, la première phase a été quand même très bonne. Donc une compétition, l'Europa League, où pour le moment l'OL, je dirais, fait quand même un parcours remarquable, puisque même sa défaite contre Beşiktaş, c'est une anomalie statistique, hein. Nos amis du PSG savent ce que ça veut dire. On peut perdre un match en l'ayant archi dominé et se prenant un but à la con à un moment donné du match. Alors là, une stat qui malheureusement nous confirme que Nemanja Matic, le poids des ans commence à se faire sentir, puisque depuis le match du Paris Saint-Germain inclus, Matic a perdu 75% de ses duels, et c'est quand même, je dirais, quelque chose qui devient récurrent de notre milieu de terrain, de perdre les duels. Donc évidemment, ça, c'est un vrai souci. Alors Malik Fofana, un peu en souffrance depuis le début de la saison, là, écoutez, a vraiment mis ce match à profit pour soigner un petit peu ses statistiques, puisqu'il a joué 22 minutes, 88% de passes réussies, ce qui est excellent pour un joueur offensif, 2 tirs de but, 100%. 100% de duels gagnés quand même, 3 sur 3, et 100% de dribbles réussis, un ballon récupéré. Bon, en 22 minutes, c'est quand même difficile de faire mieux, donc il fait partie de ceux dont beaucoup ont pensé qu'il était l'homme du match, même si certains ont plutôt élu notre ami Lucas Perry. Cette fois, c'est StatFoot qui nous donne cette stat, puisque Ryan Cherki devient le premier joueur à avoir délivré 16 passes D lors d'une saison en compétition officielle depuis Memphis Depay en 2018-2019, avec 16. Et il reste encore beaucoup de matchs, hein, donc là, je pense que Ryan y va exploser les compteurs. On continue avec notre duo de magiciens. Cette fois, c'est DataFoot, hein, vous voyez, les sites de stats nous donnent quand même beaucoup de choses très intéressantes avec l'OL cette saison. Donc, toute compétition confondue, Ryan Cherki, c'est 7 buts, 16 passes décisives. Malik Fofana, en beaucoup moins de temps, c'est 9 buts et 5 passes décisives. Donc, vraiment, un duo qui fait plaisir, hein. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu étonné de voir Nuama finalement démarrer tous les matchs récemment. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors il a fait un bon match quand même en 2025, mais sinon quand même, à chaque match c'est toujours un petit peu les mêmes problèmes. C'est un joueur qui n'est pas à l'aise sur le terrain. Voilà. Un match en 2025 réussi, c'est quand même pas terrible. Alors parmi les infos aussi, ça c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'interroger notamment hier, puisque Paulo Fonseca ne sera pas suspendu en Coupe d'Europe. Donc là, quand même, on a beaucoup de chance de se qualifier pour les quarts de finale. Donc il a encore au moins 3 matchs à faire sur le banc cette saison, j'espère plus.
La FFF n'a jamais demandé l'extension d'une suspension en Coupe d'Europe et même si elle le voulait, il faudrait attendre la fin de toutes les procédures d'appel de l'OL. Donc vous voyez, au moins jusqu'à la fin de cette saison, il est plutôt tranquille, l'ami Fonseca, en tout cas en Europa League. Mais on va voir dans les déclarations que il va expliquer un petit peu le dispositif qui va être mis en place pour pouvoir exercer tout simplement son métier. Alors la surprise auquel vraiment je pense personne ne s'attendait dans ce match, c'était l'entrée de Paul Akuoku, en plus qui a fait une bonne entrée, figurez-vous, puisqu'il a joué, bon, allez, 3-4 minutes. Alors là, il est crédité d'1 minute parce que c'est 1 minute de temps réglementaire. Écoutez, il a fait 5 passes réussies sur 5, il a gagné un duel et il a récupéré un ballon dans la surface qui était assez chaud et on va voir quand même depuis combien de temps il n'avait pas joué. Donc là, vous voyez, sur le banc. Alors déjà, sous Pierre Sage, c'était pas dans l'équipe. Donc là, il n'avait vraiment aucune chance de jouer. Et donc, il faut remonter, et on l'avait sans doute oublié, qu'il avait joué en février 2024, donc il y a plus d'1 an. 1 minute, alors sans doute là aussi 1 minute de temps réglementaire face à Metz. Avant cela, contre Marseille, il avait joué 9 minutes. Donc ça, c'était en février 2024. Et un petit peu en janvier, en Coupe de France, il avait joué 11 minutes. Sinon, vous voyez que en fin d'année 2023, il avait quand même un tout petit peu de temps de jeu quand il était valide. Hein. Bon, faut dire à cette époque-là aussi, notre milieu de terrain était quand même en souffrance. Donc, ceci explique cela. On va passer aux déclarations des acteurs du match, et notamment Paulo Fonseca, évidemment. Tant qu'il peut encore s'exprimer, alors il pourra le faire sur Canal+ pendant la Coupe d'Europe. Mais par contre, en Ligue 1, c'est mort. C'est une grande victoire avec beaucoup de mérite pour mes joueurs. Nous sommes l'équipe qui avons créé beaucoup de difficultés. On a joué avec le cœur, on a démontré que nous étions tous ensemble, on a fait une bonne gestion de match. On méritait cette victoire, mais ce n'est pas fini, c'est une bonne étape, on a contrôlé le match, on l'a dominé et cette victoire est juste. Merci aussi à nos supporters d'avoir été là. Pour moi, ce moment est peut-être l'un des plus difficiles de ma vie d'entraîneur. Avoir eu ce moment d'émotion avec mes joueurs était très important. Avec mes joueurs, mon staff, mes dirigeants, je n'abandonnerai jamais. Alors c'est un peu ce que je disais hier. Alors bon, ça ne s'appliquera pas puisque si on va gagner la Ligue Europa, il pourra évidemment fêter cela avec les joueurs. Mais en fait, c'était mon propos d'hier, c'était si vous êtes suspendu, que vous n'avez pas accès au vestiaire, vous êtes privé justement de ces moments-là. Alors là, ce ne sera pas le cas en Coupe d'Europe, mais quand vous êtes entraîneur, que vous bossez toute la semaine, je pense que vous avez envie de vivre ça. C'est pour ça que je disais que moi, à sa place, j'aurais démissionné. Ce n'est pas un conseil, c'est simplement de dire ce que moi je ferais à sa place. Je ne l'invite pas à démissionner, je n'invite pas le club à le renvoyer. Ce n'est pas dans mes prérogatives de toute façon. Je me mets simplement à sa place d'un entraîneur. Je sais que c'est énormément de travail, énormément. En plus, lui, il n'a que ça à faire à Lyon puisque sa famille est restée à Côme. Voilà, faire tout ce travail pour ne pas profiter de ces instants magiques avec les joueurs, je pense quand même que ça doit être hyper frustrant. Et le vivre jusque au mois de décembre, moi en tout cas, je trouverais ça très très compliqué. Alors c'est pas vraiment au mois de décembre puisque l'interdiction de vestiaire, c'est jusqu'au mois de septembre, 15 septembre. Sauf si évidemment les recours de l'Olympique Lyonnais sont couronnés de succès. Alors comment je vais travailler? On se prépare pour avoir des solutions. Le plus important est le travail effectué pendant la semaine. En match, les joueurs savent ce que nous devons faire. J'ai un staff technique auquel je crois beaucoup. Nous sommes prêts. Nous avons la possibilité de faire des recours. J'ai le soutien de mes dirigeants. Je veux seulement dire une chose. J'ai 9 mois de suspension pour une situation pour laquelle je me suis excusé. Bon, ça, à la limite, je dirais que c'est la moindre des choses qu'il s'excuse. Je vois ce cirque médiatique, là, c'est vrai. Il y a un cirque médiatique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes quand même à l'OL, un club exposé, un club qui n'est pas forcément très apprécié dans les médias. Donc, faut pas s'étonner, surtout les médias parisiens. Donc voilà, j'ai le soutien de mes dirigeants, je veux seulement dire, oui, donc j'ai 9 mois de suspension pour une situation, je me suis excusé, je vois ce cirque médiatique qui continue à dire que j'ai fait une agression, il y a les images, je n'ai pas touché l'arbitre, moi je pense qu'il a touché un petit peu du nez, alors j'ai pas assimilé ça à une agression, mais bon, j'ai agressé verbalement l'arbitre, mais jamais je n'ai fait d'agression physique, je n'avais pas l'intention non plus de le faire, les personnes qui ont décidé de cette sanction
ont pensé à la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer, ce n'est pas juste. En fait, tout le propos du club et de Paulo Fonseca, c'est de dire, bah, il y a un contexte effectivement où les arbitres ont été ciblés par Pablo Longoria et donc, là par, Paulo Fonseca et en fait, on ne juge pas Fonseca sur ses actes, mais sur un contexte où on veut, faire un exemple et donc il y a pas de raison de faire un exemple. On applique simplement les sanctions normales et rajouter la période, estivale à la sanction de Paulo Fonseca, je sais même pas si c'est dans les textes. Parce qu'il y a un barème de 7 mois, c'est 7 mois. J'ai pas vu dans ce barème 7 mois avec un petit astérix, en ne prenant pas en compte, la période estivale ou je ne sais trop quoi. Donc je pense qu'effectivement, cette sanction, elle est, très, très excessive. Voilà, bon, en tout cas, on a passé finalement une soirée plutôt sympa. En plus, dans le chat, on a bien rigolé puisque un supporter stéphanois a voulu nous troller et c'est lui qui est passé pour un idiot. Enfin bon, bref, ça arrive, dans les chats en direct, hein, ça ça il faut faire avec. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo débrief vous aura plu, vous aura intéressé. On va se retrouver très rapidement, évidemment, pour, envisager le match de Nice. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.